J'espère que de votre côté, Julie, je sais que malheureusement, tu n'as pas eu le temps de regarder le documentaire, mais je pense qu'avec toutes les recherches que tu as fait, tu ne vas pas avoir de problème pour te joindre à la discussion. Donc, petit point technique, vous avez vu que je porte un petit joujou ici, c'est le micro. On va se le passer d'une part pour qu'à distance, il puisse bien nous entendre et aussi parce qu'on enregistre la session et on va pouvoir la rediffuser. On a bien lancé l'enregistrement? Oui. OK, parfait. Alors, juste une petite introduction pour ceux qui n'étaient pas là donc, avant la projection à distance. Avant de commencer la petite session de réaction, commentaires, discussion, on a Julie Richepins qui se joint à nous depuis la Belgique et qui a fait une revue de littérature scientifique sur les obligations à impact social dans le cadre des travaux du TIES sur l'évaluation et la mesure d'impact en économie sociale. Et elle va nous présenter ici en avant-première ses premiers résultats. Alors, je vais présenter Julie, puis Julie, ensuite, je te laisse la parole. Oui. Donc, Julie a un doctorat de l'Université de Liège en Belgique en sciences de gestion sur la gouvernance des entreprises d'économie sociale et un postdoctorat en innovation sociale de l'Université McGill. Elle a 10 ans d'expérience de recherche et enseignement en économie sociale et notamment sur la mesure d'impact social. C'était donc une candidate parfaite pour travailler sur le sujet. Et je vais te laisser nous faire part de tes premiers résultats. Oui. Donc, c'est une recherche que je mène en collaboration avec le TIES et avec Marie Bouchard qui est derrière vous. Et elle donnera lieu à une publication très prochainement, donc restez aux aguets parce qu'on vous préviendra dès que la publication est prête. L'idée de cette recherche-là, en fait, c'était de faire une revue de la littérature scientifique pour pouvoir répondre à la question, finalement, est-ce que les obligations à impact social, est-ce que cela fonctionne? Oui ou non, et si cela fonctionne, dans quelles conditions. Donc l'approche méthodologique qu'on a mise en place, c'est vraiment une revue de littérature assez classique. C'est pas une revue de littérature exhaustive parce que il n'y a pas non plus, donc ça fait plus ou moins 10 ans là maintenant qu'on publie là-dessus, et donc il n'y a pas non plus des tonnes en fait d'arguments ou de preuves empiriques sur la question des obligations à impact social. Donc très vite en fait on en revient un peu aux mêmes arguments. Et donc, ce qu'on a fait par contre, c'est en particulier s'intéresser à la question des obligations à impact social, mais on a aussi un petit peu élargi à d'autres mécanismes de financement similaires, comme Pay for Performance, Payment by Results, Payment for Success, etc., qui sont d'autres mécanismes assez similaires et qui en fait se fondent un peu sur les mêmes hypothèses de départ. Alors, donc notre objectif, c'était bien d'identifier en fait l'argumentation pour ou contre, pas vraiment pour ou contre, en fait, l'argumentation qui puisse démontrer si ces obligations à impact social fonctionnent et si oui, dans quelles conditions. Alors la situation actuelle, quand on parle des obligations à impact social, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a relativement peu de dispositifs qui sont déjà en place dans le monde, même si le nombre est en croissance, et notamment parce qu'on voit bien ces dernières années un enthousiasme grandissant pour ce type de mécanismes de financement. Les dispositifs qui sont en place, ce sont généralement des dispositifs plutôt de petite taille, notamment en termes de capital investi et en termes du nombre de bénéficiaires que ces dispositifs touchent. Ce sont aussi des dispositifs qui financent finalement des interventions assez peu innovantes, qui sortent assez peu de ce qu'on voyait déjà jusque-là. On observe par contre une diversité de dispositifs, des formes multiples, parfois d'ailleurs assez complexes, et on en arrive aussi, en observant ça, à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas de dispositif unique, bien entendu. Il n'y a aucun dispositif de type obligation impact social qui pourrait s'accommoder de toute situation, de tout contexte, et donc il ne faut pas aller vers quelque chose qui standardise ce type de mécanisme sans prendre en compte alors les dimensions contextuelles dans lesquelles on se trouve. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que nous apprend la littérature sur ce que ça fonctionne ou pas finalement? Donc, je vais vous présenter ici 8 apprentissages, leçons et une voie positive ou optimiste pour le futur. La première chose qu'on apprend en lisant la littérature, puis ça, on n'y échappe pas, on ne peut pas échapper à cet apprentissage-là, c'est que l'analyse critique et l'évidence empirique
sont vraiment insuffisantes à ce jour. Donc le premier dispositif obligation impact social, il a été mis en place, j'imagine qu'on en parle dans le film, à la prison de Peterborough au Royaume-Uni. Et donc l'idée, c'était de réduire les risques de récidive des anciens prisonniers, donc 2010. Donc ça va faire une petite dizaine d'années là. Mais la majorité en fait des dispositifs aujourd'hui sont encore dans les premières phases de développement et d'implémentation. Et donc ce qu'on observe en fait, c'est que la littérature qui vraiment s'intéresse, étudie les effets de ces dispositifs, elle est encore limitée, même si ça augmente, mais elle est quand même encore limitée. Et il reste énormément de questions qui sont soit non explorées, soit très peu explorées. Alors, il y a trois choses qu'on peut mettre en évidence. La première chose, c'est qu'il manque d'analyse critique sur les principes de base et sur les implications des social impact bonds, des obligations à impact social. Donc, ça veut dire qu'il faut en fait de la recherche sur ex ante, donc de la recherche sur comment est-ce qu'on peut trouver des équilibres entre les risques, les inconvénients, les bénéfices, et donc de la recherche aussi qui puisse documenter les implications des principes même de ces dispositifs. La deuxième chose, c'est qu'il manque de preuves empiriques qui soient robustes et indépendantes sur les arrangements en tant que tels, sur les dispositifs en tant que tels qui ont été mis en place. Quels sont les arrangements qui fonctionnent? Quelle est leur efficacité? Est-ce qu'ils remplissent les promesses qui sont faites? Quels sont les effets sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? Et dans quelles conditions est-ce qu'on peut considérer que certains arrangements, certains types d'arrangements vont être plus ou moins appropriés ou vont être plus ou moins adéquats? Et la troisième chose, c'est qu'il manque aussi des évaluations, notamment quantitatives, qui permettent de faire de la comparaison avec la situation statu quo, donc si on n'avait pas ce dispositif-là en place, ou avec d'autres alternatives de financement, d'autres méthodes de financement ou dispositifs de financement qui ne soient pas l'obligation à impact social, qui ne soient éventuellement pas les manières plus traditionnelles de financer ce type de services. Donc des comparaisons avec différents dispositifs qui financent le même service aux mêmes bénéficiaires pour vraiment permettre en tout cas des analyses comparatives, notamment des analyses coût-bénéfice. Donc, certains auteurs en arrivent à la conclusion que, en fait, le matériel empirique qui existe aujourd'hui, il est plutôt de l'ordre du commentaire, donc et que les promesses en fait auxquelles on peut s'attendre sont plutôt des promesses hypothétiques, mais qu'il n'y a rien vraiment de fondé là derrière. Et donc, sans ces recherches en plus, ou ces analyses, études, etc., qui puissent nous fournir du matériel empirique et de la preuve empirique, on ne pourra pas vraiment tirer de conclusions sur l'efficacité ou non de ces dispositifs obligations à impact social. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, qui est une question aussi très importante, c'est le fait que si on veut mettre en place des obligations impact social, il faut faire de l'évaluation d'impact, de l'évaluation de résultats et de l'évaluation d'impact. C'est crucial, mais c'est évidemment très complexe aussi. Il faut le faire parce que le remboursement du capital investi, il va se faire en fonction des résultats auxquels on arrive grâce à ce dispositif-là. Et donc, il faut pouvoir évidemment les mesurer, ces résultats. Et donc, on doit mesurer évidemment, prendre en compte des considérations financières évidemment, mais aussi des considérations non financières qui ont trait aux questions de résultats et d'impact social. Or, on sait bien, on connaît bien, et le TIES a travaillé là-dessus, les défis que pose l'évaluation d'impact, en particulier sur trois questions. Comment est-ce qu'on mesure? Évidemment, il y a pourquoi on mesure, mais il y a aussi la question du comment, quels sont les indicateurs qu'on met en place, quelles sont les méthodes d'évaluation qu'on met en place. Il y a la question de comment est-ce qu'on peut comprendre en fait la causalité entre une action et les effets, et comment est-ce qu'on peut comprendre ou documenter la contribution respective de chaque action par rapport à des effets qui peuvent avoir lieu, par exemple, à l'échelle d'un territoire, ce genre de choses-là. Et il y a la question, évidemment, de la temporalité. Certains effets vont avoir lieu à court terme, mais d'autres effets ont lieu à long terme. Or, ce sont des dispositifs, les obligations à impact social, qui souvent prévoient, en tout cas sont mises en place sur quelques années, 3 ans, 5 ans, etc. Il y a énormément d'effets, évidemment, qui vont survenir, se produire à long terme, et donc c'est difficile dans ce contexte-là d'en tenir compte. Pour creuser ces questions-là, je vous renvoie à l'espace
du TIES qui est consacré à toutes les questions d'impact social, d'évaluation d'impact. Mais en tout cas, par rapport au dispositif obligation d'impact social, il y a plusieurs risques du coup, qui sont liés à cette difficulté d'évaluation de l'impact. C'est d'une part le fait qu'on peut du coup mettre en place des indicateurs qui ne sont pas les indicateurs les plus adéquats. On va avoir besoin de mesures d'indicateurs dans le dispositif et donc on va peut-être les choisir de manière peu adéquate, peu appropriée par rapport vraiment aux objectifs de l'intervention en tant que telle. On peut aussi en arriver à soutenir du coup des projets qui ont déjà démontré leur utilité ou alors qui sont plus faciles à évaluer. Donc, par exemple, on va peut-être mettre de côté des projets pour lesquels il nous faut un peu plus de qualitatif pour mesurer les effets. On peut avoir aussi des effets du coup d'écrémage ou de viser l'indicateur plutôt que de viser l'objectif. Donc il y a une série d'effets pervers en fait liés à cette évaluation d'impact. Et alors il y a aussi évidemment le risque que ce soit les organisations qui sont le mieux équipées pour démontrer leur impact qui vont du coup obtenir les soutiens, des organisations qui peut-être passent beaucoup de temps à communiquer sur leur impact sans pour autant passer du temps à justement produire ou générer ces effets positifs. Alors, le troisième apprentissage qu'on peut ressortir de la littérature, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves empiriques qui nous démontrent formellement que les obligations à impact social sont plus efficaces que d'autres dispositifs conventionnels ou traditionnels. Pardon. Donc, il n'y a rien, en tout cas, dans la littérature empirique qui nous montre que les obligations à impact social vont produire des effets qui seront plus innovants ou des effets qui seront plus efficaces que ce qu'on voit traditionnellement pour financer ce type d'intervention. Et ça a été exploré dans différents champs, en particulier la santé et l'éducation, et plutôt sur des dispositifs pas obligation à impact social en tant que tel, mais ce dont je vous parlais tantôt, payment for performance et ce genre d'autres dispositifs. Et donc se pose alors la question de est-ce que le fait finalement de passer par une forme de privatisation, donc de passer dans des dispositifs avec des acteurs de type investisseurs privés, est-ce que vraiment cela encourage la production d'effets, ou une meilleure efficacité en tout cas du dispositif? Et la réponse n'est pas directe, donc il n'y a pas vraiment de garantie en tout cas qu'on arrive à une performance supérieure avec ce type de dispositifs. Et dans certains cas, et cela a été documenté dans le cadre de la santé notamment, on peut voir que ça va amener en tout cas des coûts supplémentaires pour les gouvernements, avec en plus d'autres effets pervers liés justement à la privatisation de ce type de services. Alors un quatrième enseignement, c'est le fait que les dispositifs obligations à impact social peuvent amener à des résultats mixtes ou ambivalents et n'encouragent pas les effets sur le long terme, en tout cas qui se maintiennent sur le long terme. Donc quand il y a des preuves empiriques, souvent les résultats sont mitigés. Et on observe aussi, et ça a été notamment observé dans la santé, mais aussi sur le premier Social Impact Bond au Royaume-Uni, c'est qu'on voit que ces effets, les effets positifs ont lieu à court terme, mais une fois que le contrat a été rempli, ces effets-là ne sont pas maintenus sur le long terme. Donc on voit vraiment une progression les premières années, et puis quand le contrat s'arrête, alors les effets rediminuent. Et dans certains cas aussi, il n'y a juste aucun effet qui n'a été observé, aucun effet positif. Donc on voit bien des résultats mitigés par rapport à ça. Le cinquième enseignement, c'est que alors que le Social Impact Bonds, une des promesses en tout cas, c'est le fait que ces dispositifs vont permettre de financer l'innovation et l'expérimentation. On voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas dans les dispositifs qui seront mis en place, sont des dispositifs qui financent justement assez peu des interventions innovantes, sont des choses qui sont assez fort de l'ordre de ce qu'on voyait déjà auparavant. Donc on peut dire que dans les faits, en fait, ça ne finance ni l'innovation ni l'expérimentation. Ça va plutôt soutenir finalement des projets qui ont déjà démontré leur utilité. Et on peut comprendre ça par le fait que les investisseurs privés, ils prennent un risque et
le fait justement de financer des choses qui ont déjà fait leurs preuves, en fait, c'est une manière pour eux de diminuer justement le risque qu'ils prennent. Donc finalement, ça laisse assez peu de place à l'innovation, à l'expérimentation. Par contre, évidemment, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que l'innovation, alors ici, elle se trouve plutôt dans le dispositif ou le mécanisme financier en lui-même que dans les projets qui sont véritablement soutenus par ce type de dispositif. Un sixième apprentissage, c'est le fait que les obligations à impact social ne transfèrent pas automatiquement le risque de l'acteur public vers l'acteur privé et ne permettent pas nécessairement de réduire les coûts qui incombent à l'acteur public. Donc, de nouveau, une des promesses des obligations à impact social, c'est de pouvoir transférer le risque, soit de programmes, le risque lié à l'innovation ou à l'expérimentation sur des programmes prometteurs, ou le risque lié à l'implémentation vers l'investisseur privé, et que cette manière de transformer le risque soit aussi, d'un point de vue des coûts, plus efficace pour l'acteur public. Or, il se trouve que dans les faits, il y a très peu en fait, de dispositifs obligations impact social qui transfèrent complètement le risque à l'investisseur privé. Et si c'est le cas, ce n'est pas forcément un moindre coût pour les pouvoirs publics. Donc, on voit bien qu'il y a une série de dispositifs où il y a des garanties qui sont mises en place s'il y a non-succès à la fin. Ces garanties, elles peuvent soit être amenées par l'acteur public, soit être amenées par exemple par des fondations ou d'autres acteurs philanthropiques. On a aussi pu observer que dans certains cas, le gouvernement, enfin l'acteur public, venait pour apurer les pertes si jamais il y avait non-succès, donc si jamais le dispositif finalement n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, l'État venait pour combler les pertes en fait. Et donc, on peut poser la question, alors du coup, en fait, dans un des articles, on parlait de de-risking, donc le fait d'enlever le risque, d'éviter le risque, c'est quoi finalement ce coût-là? Et donc, on voit bien que ce coût-là, il n'est pas encore bien mesuré aujourd'hui, mais il faudrait pouvoir en prendre compte si on veut mettre en place ce type de dispositif. Et donc, il y a certains auteurs qui en arrivent à la conclusion qu'en fait, cette promesse de réduction de coûts, elle est plutôt hypothétique aujourd'hui, elle est compliquée à calculer et il manque, comme pour tout le reste d'ailleurs, de la preuve empirique, enfin, du matériel empirique, des études empiriques qui puissent le démontrer vraiment. Et alors, lié à ça, un élément qui revient aussi souvent, c'est qu'il faut aussi garder à l'esprit que le coût du capital, il est plus faible pour les pouvoirs publics que pour le marché. Et donc, il faut pouvoir se poser la question et réfléchir à deux fois, est-ce qu'on préfère financer directement via de l'argent public ou est-ce qu'on préfère financer indirectement via des obligations à impact social? Septième apprentissage, les dispositifs obligations à impact social ne sont pas nécessairement alignés avec les besoins des organisations du tiers secteur qu'ils vont soutenir. Donc on peut voir évidemment, et c'est une des promesses dans les discours sur les obligations à impact social, on peut y voir une opportunité pour ces acteurs du troisième secteur de trouver d'autres sources de financement qui soient stables ou qui permettent de financer d'autres choses comme l'innovation, c'est quelque chose qu'on dit souvent, ou l'expérimentation. Pourtant, l'alignement justement avec les besoins d'organisation du tiers secteur, elle est souvent remise en question dans les articles, et notamment parce qu'en fait, c'est la demande des compétences, notamment financières, que bien souvent ces acteurs du troisième secteur n'ont pas. Cela demande aussi des systèmes de gestion qui ne sont pas ceux dont disposent ces organisations non-profit. Et donc, du coup, là, on peut remettre quelque chose en question, et comme preuve de ça, on peut voir qu'aujourd'hui, les dispositifs qui existent, ils soutiennent plutôt des organisations du tiers secteur qui sont des grandes organisations, donc ils vont plutôt être considérés comme prêtes à l'investissement, donc investment ready. Donc, ce sont des organisations qui ont déjà une certaine taille, qui ont déjà une certaine structure et donc qui peuvent répondre à ce genre de choses-là. Donc, il y a un biais de sélection évidemment entre des petites organisations et puis des grosses organisations du troisième secteur, avec donc les plus grosses organisations qui sont déjà mieux équipées en termes d'infrastructures, de ressources humaines, etc. Et un autre élément, c'est que du coup, cela peut aussi contribuer à augmenter la compétition, la concurrence entre les acteurs du troisième secteur, ce qui n'est pas non plus
toujours positif. Et enfin, un autre élément lié à ça, c'est aussi la problématique qu'on voit dans les obligations impact social une nouvelle source de financement pour les organisations du troisième secteur, mais il y a quand même un risque ou une crainte en tout cas que ce soit juste un déplacement de fonds qui finançaient des dispositifs plus traditionnels vers ces nouveaux mécanismes, et donc on passe de mécanismes de type dons, subventions ou subsides vers des mécanismes qui sont ceux des mécanismes de type obligation à impact social, et donc ce n'est pas une nouvelle source de financement, mais c'est plutôt un déplacement de financement qui existait déjà vers d'autres mécanismes. Et alors le 8e apprentissage, le dernier pour ce soir, c'est le fait que si on regarde ça de manière un peu plus générale, ces dispositifs de type obligation à impact social ne favorisent pas la cohérence de la politique publique. Et donc, bien souvent, ça va financer des petites initiatives isolées. On ne peut pas faire, évidemment, une politique publique en santé, en éducation, etc., en finançant un peu des one-shots isolés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces dispositifs, ils nécessitent une phase de négociation au départ entre toutes les parties prenantes du dispositif, dont l'acteur public, dont l'acteur privé, investisseur privé, dont l'organisation du troisième secteur. Et donc, dans cette phase de négociation aussi, on peut en arriver à modifier les objectifs d'une politique publique, le focus qu'on veut mettre, voire même l'approche, la méthodologie qu'il y a derrière. Et donc, ça veut dire, dans une certaine mesure, peut-être en arriver aussi à avoir ce qui peut être positif dans certains cas, mais en tout cas avoir une influence sur la vision politique. Donc, ça a des implications politiques aussi. Donc, ça peut avoir des effets contestés d'un point de vue politique. Et alors, juste pour terminer, une voie ou une vision ou juste un apprentissage positif de tout ça, parce que le tableau évidemment qu'on dresse ici, il n'est pas très positif, mais peut-être que quand on aura aussi un peu plus de matériel empirique, on pourra nuancer un peu ces traits-là. Mais il y a quand même, les auteurs reconnaissent quand même, malgré toutes les failles ou tous les effets pervers qu'on peut voir dans ce type de dispositif, qu'il peut nous amener à changer la vision sur certaines choses, et il peut aussi être source de certaines opportunités. Notamment le fait que discuter de ce type de dispositif peut remettre à l'agenda certains projets ou certains programmes qui étaient négligés jusque-là, parce que par mesure d'austérité, par exemple, on n'avait plus les moyens de s'occuper de ce genre de choses-là. Donc ça peut aussi être une manière de ramener au devant de la scène des projets ou programmes qui étaient oubliés ou mis de côté, en tout cas dans un terme plus court. Un deuxième avantage, c'est que ça met aussi autour de la table différents acteurs qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble, notamment sur des problématiques sociales ou sociétales, telles que celles qui sont financées ou qui pourraient être financées par ce type de dispositif. Et donc, ne fût-ce qu'ouvrir le dialogue avec tous ces acteurs autour de la table, ça peut aussi être une opportunité intéressante. Les auteurs disent aussi que ces dispositifs, ils peuvent être intéressants ou pertinents dans certaines circonstances, plutôt dans des interventions qui seraient plutôt techniques. Donc, ça veut dire quand cela n'implique pas de traiter des problématiques sociales qui sont complexes, multidimensionnelles et sujettes à discussion. Donc, en fait, il y a quand même assez peu de situations dans lesquelles on est face à des problématiques sociales qui ne sont pas complexes. Mais donc, il y a peut-être quand même certaines situations dans lesquelles on pourrait en arriver à mettre en place ce type de dispositif, puis ça aurait du sens de le faire, parce que sinon on va en arriver à simplifier ces problématiques sociales complexes, et donc ça ne peut pas marcher, quoi. Et enfin, juste pour terminer, donc 3 choses à retenir. Première chose, il faut qu'on puisse documenter en fait les effets de ces dispositifs pour pouvoir éventuellement soutenir leur développement dans certaines circonstances dans lesquelles on jugerait que ces dispositifs peuvent être adéquats. Ces dispositifs, donc je disais, peuvent être bénéfiques dans certaines conditions, donc il faut pouvoir préciser ces conditions pour ne pas encourager les effets pervers, pour ne pas non plus perdre le contrôle sur l'élaboration des politiques publiques. Et
ça peut ouvrir la discussion sur les manières de financer les politiques publiques avec éventuellement d'autres acteurs, puis peut-être d'autres types de dispositifs en fait, mais le fait d'ouvrir la discussion est déjà quelque chose de positif. Et enfin, il faudrait pouvoir explorer des pistes d'amélioration de ces dispositifs pour contrer les effets pervers. Donc à partir du moment où on va pouvoir documenter un peu mieux via des études empiriques les effets positifs et négatifs de ces dispositifs, on va peut-être pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on peut alors améliorer le dispositif tel qu'on l'a conçu ou pensé au départ pour justement en fait quelque chose qui permette de financer des politiques ou qui soit vraiment un véritable outil de financement développé par l'acteur public en collaboration évidemment avec les acteurs du tiers secteur et éventuellement l'investisseur privé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je rappelle encore une fois que tout ça donnera lieu à un article qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Julie, je sais que tu dois quitter. C'était un peu plus long que prévu, mais très complet. Je pense que ça éclaire vraiment le sujet. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour rester avec nous ? Oui, si vous avez des questions, je peux vous Voilà, je proposerais qu'on commence peut-être par une série de questions si besoin de clarification à la fois sur le mécanisme, sur l'état actuel des choses, sur ce que vous venez d'entendre. Et puis ensuite, on pourra commenter plus largement et poursuivre le débat. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions, que ce soit à Julie ou peut-être autour de ce qu'on a vu dans le documentaire? Salut Julie, c'est Marc. On s'est croisés quand tu travaillais à SII. Bonjour. Moi, la question que j'ai, c'est dans la littérature, est-ce que vous avez trouvé, c'est qui paye les frais légaux pour monter le fonds? Parce que je sais que dans un montage d'un fonds traditionnel d'investissement, c'est à peu près 50 millions pour que ça vale la peine d'intégrer des investisseurs pour couvrir les frais légaux et les frais de gestion de ce fonds-là. Et c'est souvent les managers de fonds qui vont prendre ces coûts-là. Dans les Social Impact Bonds, c'est qui payait tout le travail en amont pour monter le memorandum et tout ça? Est-ce que c'est connu? Donc moi, je ne me suis pas intéressée à ces questions-là vraiment très spécifiques de montage des dispositifs. Mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que ça amenait des coûts de transaction, et notamment pour l'acteur public, qui étaient assez élevés. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce coût-là, il soit réparti entre l'acteur public et alors aussi peut-être celui qui émet les obligations. Donc il y a un intermédiaire entre les deux dans le dispositif qui entre l'acteur public et l'investisseur privé qui est celui qui émet les obligations. Donc j'imagine que c'est un coût qui va être dilué entre ces deux acteurs-là. Ouais, c'est ce que je répondrais, mais c'est pas très... Merci. Mais par contre, il y a plein de littérature là-dessus, donc si jamais, c'est facile de trouver des articles en tout cas qui expliquent ça. Merci beaucoup, Julie, pour les premiers résultats de ta revue de littérature. Ce que je comprends de ta question et de sa réponse pour l'instant, c'est qu'il y a des firmes comptables qui ont beaucoup investi dans la préparation des outils pour livrer les Social Impact Bonds. Ils ont donc un investissement de forme qui est important. Et là, il y a un enjeu aujourd'hui, il faut qu'ils récupèrent leur argent. Il faut qu'ils réussissent à vendre des Social Impact Bonds pour récupérer l'investissement qu'ils ont mis dans la préparation de ces types de contrats. On entendait aussi Sir Ronald Cohen dire aujourd'hui, ça prend 18 mois. Dans le film que tu n'as peut-être pas vu, je ne sais pas, Julie, si tu l'avais vu. Il dit aujourd'hui, ça prend 18 mois pour établir ce type de contrat. Je trouve ça ridicule, ça devrait prendre que 3 mois. Autrement dit, tout ce qui est la phase de négociation que toi, tu juges utile, cette mise en discussion entre les pouvoirs publics, le tiers secteur et puis le bailleur de fonds, ils jugent que finalement, 3 mois, on devrait régler ça. Quelqu'un d'autre, une question? Bonjour Julie, Jean-Maxime Nadeau d'Investissement Québec. Est-ce que dans la littérature, il y a un exemple où on était vraiment dans l'innovation, dans une mesure d'impact ou dans un secteur d'activité pour lequel les secteurs publics n'étaient pas intéressés? C'était vraiment très innovant où il y avait un véritable risque financier pour l'émetteur des Social Impact Bonds.
Il devrait y en avoir, parce que moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il disait qu'il y avait peu de dispositifs qui finançaient vraiment l'innovation. Donc, j'imagine qu'il y en a bien l'un ou l'autre qui l'ont financé. De nouveau, moi, je n'ai pas les exemples, parce que j'ai vraiment fait une revue de littérature qui sort vraiment plutôt les arguments, plutôt que de rentrer dans les exemples qui existent. Mais en tout cas, ce qui ressort de tous ces exemples qui ont déjà été étudiés, c'est que de manière assez rare, ça finance l'innovation et ça transfère le risque. Mais ça s'explique aussi parce que y a un des auteurs, par exemple, qui expliquait que en fait, ce sont des investissements qui ne sont pas attractifs pour un financeur privé. Donc, il faut pouvoir le rendre attractif. Et donc, comment est-ce qu'on va le rendre attractif? C'est qu'on va diminuer les risques. Et donc du coup, l'acteur public, ben, il joue aussi dans ce... Soit il va garantir un peu le risque éventuellement en garantissant si jamais on n'arrive pas vraiment aux objectifs, ou alors ils vont faire en sorte de financer des choses qui ont déjà fait leurs preuves, comme ça on diminue le risque par rapport à ça, quoi. Mais il y en a peut-être des exemples. Moi, je veux bien creuser si jamais... mais je vais noter en tout cas peut-être que pour la publication, je peux rajouter des choses là-dessus, ou en tout cas donner des pistes si jamais on veut creuser alors ces questions-là. Je vois pas de main levée. Alors, je vais en profiter pour faire du pouce sur cette question parce que moi, je me demande et j'ai du mal à trouver la réponse. Puis, je ne veux pas enchaîner avec des questions auxquelles tu ne peux pas nécessairement répondre. Mais quels sont exactement les cas? Là, on a répertorié donc 108 en 2018 obligations à impact social à travers le monde dans 24 pays. Et moi, j'ai entendu vaguement parler d'un seul cas où on a un réel échec et il semblerait même que la puissance publique soit venue un peu à la rescousse des investisseurs qui perdraient leur argent. Donc, le cœur de ce mécanisme, c'est de dire qu'on transfère le risque à la fois politique et financier d'investir dans une intervention sociale aux investisseurs privés. Et sur 108 émissions, si on n'en a pas une bonne part qui a tout bonnement échoué, où les investisseurs ont perdu leur argent, je ne vois pas où est le risque. Et donc, on entendait Ronald Cohen commencer là-dessus en disant que finalement, là où la finance impact social est très forte, enfin, la finance traditionnelle, c'est prendre des risques. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils sont très bons à réduire les risques et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Alors voilà, je ne sais pas, Julie, si à travers tes lectures, tu as vu comment dire, détails sur des obligations qui auraient échoué. Non, mais comme je te disais, j'ai pas vu en survolant ton article, ça, donc je ne peux pas être… Mais, en fait, je peux les apporter, je pourrais les apporter. De nouveau, moi, les articles que j'ai lus, ils font déjà des états de petits états de la littérature en prenant des aspects un peu spécifiques. Mais donc, ils ne rentraient pas dans le détail de chaque dispositif. Mais je rajouterai des exemples. Mais peut-être, comme tu l'as dit aussi, on est dans les premiers temps Oui, et on ne peut pas tirer de conclusion avant que les programmes soient terminés. c'est un dispositif de 3 à 5 ans. Là. Puis, le premier, c'était 2010, on est en 2019. Donc, je veux dire, il n'y en a pas encore tout plein hein, des dispositifs qui sont arrivés au terme, en fait. La majorité, on est encore dedans. Quoi. Donc, Oui, mais on n'est pas au début du Pay for non, Performance, par contre. non, ça, non. Le Non, principe du Pay for Performance. Milder, j'ai une question. Bon, c'est relié à ce qu'on vient de discuter. Tu parlais, Julie, que les projets en Angleterre, au Royaume-Uni, ça faisait presque 10 ans que ça fonctionnait. Mais comment on explique que le gouvernement soit patient à ne pas avoir de résultats, ou tout de moins probants, ou de résultats points, là, alors qu'en général, on demande 3 à 4 ans pour ce type en fait, de financement? Ben, sur ce projet-là, justement, il y a eu quelques études qui ont été publiées et avec, je le disais, donc des résultats mitigés sur le dispositif. Je l'ai pas gardé ici, mais il y a notamment une étude de Jackson qui parle de ce dispositif-là. Donc ça, c'est un des dispositifs sur lesquels on a un peu de matériel empirique, mais pas tant que ça finalement, quoi. Donc à partir de ça, il n'y a pas non plus des études très poussées qui ont été faites, mais celui-là, en tout cas, il a été documenté dans la littérature, ça c'est sûr.
Donc ça, les références seront dans l'article, mais celui-là, il est documenté. Est-ce qu'à distance, on a d'autres questions? Non? Ici, dans la salle? Briser la glace. C'est bien ce cube pour briser la glace, ce cube micro, justement. Oui, je peux le lancer au hasard. Bien sûr, hein, Julie, mais certainement, je crois que tu as un train à prendre à un moment donné. Je vais aller terminer l'atelier auquel je participe. Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Ok, Mais, ça m'a fait bien plaisir de vous entendre avec votre petit accent qui fait toujours plaisir à entendre. Nous aussi, on a aimé profiter de l'accent belge. Alors, bon retour dans ton colloque. Je crois que tu as une conférence ou atelier. Oui, exact. Voilà. Puis à bientôt. Merci, Julie. Et à bientôt. Et vous pouvez, Émilien, tu peux transmettre mes coordonnées si jamais il y a d'autres questions. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà. C'est noté. À bientôt. Au revoir. Oui, ben, en tout cas. Alors, peut-être que si personne prend la parole, je peux essayer de soulever d'autres questions. Je l'ai évoqué rapidement avant que le documentaire commence, mais au TIES, on n'a pas travaillé directement sur les obligations à impact social, mais ça fait plusieurs années qu'on tourne autour à travers plusieurs de nos travaux, que ce soit des travaux sur l'intermédiation ou la désintermédiation financière, financement par la communauté, financement participatif, où on est dans la désintermédiation. On a aussi essayé de voir les liens qu'il pourrait y avoir entre les fonds qui se trouvent dans les régimes de retraite et de l'investissement à impact social, donc là dans intermédiation, puis ensuite sur tous les travaux de la mesure d'impact social. Et Marc mentionnait au départ de la discussion la question des frais finalement d'intermédiation ici, puisqu'on parle toujours des trois partenaires principaux, la puissance publique, les investisseurs privés et finalement le porteur l'acteur de terrain qui va faire l'intervention sociale, mais il y a toujours un quatrième qui est l'entité qui va ficeler en fait ce contrat qui est plus un contrat qu'une obligation. Et donc là, on est à la fois donc dans une dynamique d'intermédiation fortement axée sur toutes les questions de mesure d'impact social. Donc voilà, je fais ici un petit peu le lien. C'est pour ça que pour nous, c'est très naturel au TIES de s'intéresser à cet outil. Pour poursuivre sur des choses qui ont été nommées par Julie et dans le documentaire, si on souhaitait réellement prouver hors de tout doute que la puissance publique a fait un gain et donc que l'intervention a réussi, il faudrait pour cela s'employer à développer des méthodes de mesure d'impact social très rigoureuses et coûteuses, notamment à travers des contrefactuels. Et quand on regarde les coûts que ça pourrait représenter, on se pose vraiment la question, donc le coût de l'intermédiation plus et le coût de l'évaluation qui est lié, du bien fondé de mettre en place tout ce système quand on pourrait simplement financer, comme c'était dit dans le documentaire, l'intervention. Je ne sais pas, est-ce que tout ça suscite un peu plus de réactions? On est en situation où il y a des étudiants de la méthode en sciences de gestion qui sont en classe aujourd'hui avec nous. Et dont le thème de la journée était, entre autres, l'évaluation de la mesure d'impact en innovation sociale. Je posais la question au début de la... S'il vous plaît, le micro. On n'entend pas. Ah oui.
Ente para decir, oui. Nous avons des étudiants en sciences de la gestion ici et on l'avait posé la question au début du visionnement. Est-ce que nous sommes face à une innovation sociale progressive ou une innovation sociale régressive? Et cette question de la mesure d'impact. Donc, vous n'êtes pas obligé de tous répondre en même temps, mais n'oubliez pas que vous avez le droit de prendre la parole, même si ça peut être impressionnant, ce genre de salle de classe aujourd'hui. Quelqu'un veut prendre la parole? Je pense que c'est l'absence d'innovation sociale et ni progressive. Dans le fond, c'est un deal financier. Ils amènent juste de l'argent, ils n'amènent pas de contribution autre que de l'argent. Ils vont dans des secteurs qui ont déjà fait leurs preuves, puis ils demandent un rendement qui est correct s'ils allaient dans des secteurs d'activité où l'État n'est pas, où l'État ne peut pas aller. Ce rendement-là serait intéressant parce que là, dans le fond, on pourrait faire des projets pilotes avec ce type de financement-là. Par la suite, l'État pourrait les financer parce que, comme le disait très bien Julie, dans le fond, le coût d'emprunt de l'État est beaucoup inférieur au 8 % qui est demandé. Fait que si on va dans des secteurs qu'on connaît déjà, qui ont déjà des impacts positifs, on est aussi bien les financer, puis il y a les pouvoirs publics à 2-3 % de rendement. Ça ne donne rien de donner le rendement à un tiers, ça augmente simplement les coûts de l'État. Donc, je ne vois aucune innovation sociale. Oui, Béatrice Alain, chantier d'économie sociale. En fait, je renchéris juste sur, je pense qu'il y a une innovation, je ne sais pas si c'est innovant, mais en tout cas, il y a un mouvement, un changement dans les façons de faire si on est à convertir toutes les actions communautaires en deal économique. Et ça, c'est une régression à mon sens, parce qu'il y a un paquet de choses qui ne devraient pas être marchandisées ou évaluées dans une optique de « faut montrer des résultats dans 2 ans pour être pertinent ou avoir du financement. » Je pense que ça, c'est un changement qui est problématique. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire, mais c'était bien d'ailleurs montré dans le documentaire. Geneviève? Comment? Ah, après, on continue le... Oui, OK. Bon, Geneviève du TIES. En fait, moi, là où je me questionne, c'est un certain risque de glissement qui est même plein de bonne volonté de la part des acteurs d'économie sociale ou d'organismes communautaires qui, dans le fond, voient là une opportunité, une nouvelle avenue de financement, comme on les appelle beaucoup au TIES, puis qui, de prime abord, là, ce qu'ils veulent, là, c'est aider le petit Réginald à rentrer à la garderie. Puis ça, c'est beau, là, puis c'est magnifique, là. Bon. Mais quand je veux dire, si on est à la tête d'une organisation d'économie sociale, d'une organisation communautaire, on croit à notre mission, puis on veut trouver des moyens de la financer. Puis les 2 éléments qu'Emilia a mentionnés, le coût de l'évaluation, puis le coût de l'intermédiation, on ne sait pas trop qui paye pour, là. Puis le coût de l'évaluation, j'ai l'impression que, de prime abord, on s'en préoccupe pas. On veut aller chercher de l'argent pour remplir notre mission. Il y a une nouvelle avenue, on veut essayer de la saisir. Puis, on est convaincu que ce qu'on fait, ça a des retombées positives et qu'ils vont nous demander d'évaluer, mais ce qu'on fait, c'est bien. Fait que j'ai l'impression que c'est des éléments qui potentiellement sont négligés. Ce qu'on veut, c'est aller chercher du financement. Donc, il y a un attrait pour ça. Il va y avoir un appétit pour ça parce qu'on veut financer notre mission, tout simplement. Le fait que tant que c'est pas mis en lumière davantage, bien, pour moi, ça peut être attrayant. Puis, c'est un des risques, c'est cet attrait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Heureusement, je l'ai vu, je suis à la 2e visionnement du film, donc je savais où est-ce que le cinéaste, où la cinéaste voulait aller. Mais ce qui m'a marqué dans ce 2e visionnement, c'est la puissance du storytelling. On nous raconte une histoire, on commence par ça. On croit, je pense que la cinéaste a été prise par ça au départ. Elle l'a transposé dans le film, le fait que quelle bonne idée, enfin, de priver. Puis tout le discours, le langage employé était le langage qu'on utilise. C'était vraiment extrêmement bien foutu. Et on s'y serait laissé prendre sans aucun problème. Fort heureusement, elle est allée plus loin. Si elle était arrêtée au bout d'une demi-heure dans le film, on aurait dit « Oh, une bonne idée, allez hop, on embarque dans la patente ». Et après ça, ben, on s'en reparle. Elle a vu des failles, elle a vu des... Et on
dans la recensation de littérature, on se rend compte que ce n'était pas qu'intuitif. Il semble bien effectivement avoir des effets pervers qui sont importants. Alors, c'était juste le point que je voulais soulever. Elle a fait une évaluation d'impact avant et après avoir vu le film. Donc, elle demandait aux gens, est-ce qu'a priori, vous pensez être pour ce genre de dispositif avant d'avoir vu le film? Et puis, après avoir vu le film, est-ce que vous êtes encore pour ce genre de dispositif? Alors, la plupart des gens, qu'ils étaient contre ou incertains, n'ayant pas connu la nature du dispositif, étaient majoritairement contre le dispositif après avoir vu le film. Elle-même, quand elle a produit le film, au départ, comme tu dis, François, elle était principalement convaincue, ou en tout cas très attirée par ce produit, en disant, mais ça y est, il y a une solution à la pauvreté, c'est le grand capital. Et par la suite, plus le film avançait, elle était de moins en moins convaincue. Mais par la suite, elle a aussi fait des visionnements à travers le Canada du film, où elle a présenté le film dans différents auditoires. Et à la suite des réactions de ces auditoires-là, elle-même a complètement changé son fusil d'épaule. Elle a tenté de publier un article dans les quotidiens canadiens qui ont refusé son article. Et elle a finalement publié son article dans Social Innovation Review de l'Université de Stanford. Et donc, s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais faire circuler cet article où finalement, après analyse, elle dit, c'est pas du tout une très bonne idée. Oui, attends. Toi, t'es bonne. Oui. Salut, mon nom c'est Mylène. Je suis étudiante à la maîtrise en gestion des ressources humaines à l'UQAM. Deuxième visionnement pour moi aussi. C'est sûr, on parle beaucoup des coûts associés à ces programmes-là. Est-ce que ça va être plus rentable, moins rentable? Mais ce qui, moi, me marque à chaque fois que je regarde ce documentaire-là, puis aussi plus largement au niveau de l'évaluation d'impact, de la mesure d'impact, c'est aussi tous les coûts qui peuvent être associés aux les coûts humains et sociaux qu'on peut générer, comme les effets pervers, ces choses-là, à la fois au niveau de ceux qu'on tente d'aider. Le petit Réginal, je ne suis pas sûre qu'il avait vraiment besoin de savoir compter jusqu'à 10 à ce moment-là. Et plus tard, est-ce que le fait de s'être attardé à ça à ce moment-là ne va pas plutôt lui nuire dans son futur parce qu'il n'y aura pas eu le soutien avec lui? Mais aussi le coût humain dans les organisations, dans ces projets-là, les gens qui travaillent sur ces projets-là, bien, le fait d'avoir à atteindre des critères de performance qui ne sont pas cohérents avec la mission, qui ne sont pas cohérents avec leurs valeurs, avec pourquoi ils font leur travail, bien, est-ce que ça peut les amener éventuellement à avoir des problèmes, des enjeux de santé mentale? Est-ce que, donc, tous ces outils-là, ces dispositifs-là, bien, c'est de voir aussi comment ça peut avoir un impact à la fois, c'est ça, au niveau humain, l'équipe, au niveau aussi social. Puis ça, malheureusement, dans l'évaluation de ces outils-là, je trouve qu'on l'oublie souvent. On regarde, OK, combien que ça rapporte, combien qu'on sauve, combien que... mais c'est quoi les coûts indirects? Puis je pense que c'est un enjeu aussi au niveau de l'économie sociale, bien, comment qu'on peut regarder ça aussi et être très prudent, là, non seulement dans les dispositifs comme comme on vient de voir, mais aussi quand on commence à vouloir évaluer la performance, l'impact social qu'on amène ou non, bien, est-ce qu'on est vraiment groundé sur ce qu'on veut amener, puis est-ce qu'on ne s'oublie pas à l'intérieur de ça? Pascal, étudiant en gestion profil RSE. Donc, moi, au travers du documentaire, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est autant régressif que progressif. C'est bien, je pense, d'aller chercher des nouveaux capitaux, de travailler justement avec le secteur privé qui s'investissent dans des projets, mais c'est également justement navrant de constater que le gouvernement se retire dans certains dossiers aussi. Puis je vais prendre l'exemple de Chicago. Quand on ferme 40 écoles, c'est sûr qu'il y a un impact et tu vas peut-être chercher des enjeux avec un autre secteur, au niveau du privé, justement, pour investir là-dedans dans l'éducation. Mais tu investis auprès de la jeunesse, mais tu n'arrêtes pas aussi des problèmes en lien avec peut-être l'ancrage au territoire, avec des problèmes de violence, des problèmes de pauvreté. On n'aborde pas la question des logements aussi. Donc, il y a d'autres enjeux que le gouvernement pourrait contribuer. Je fais du pouce un peu, qu'est-ce que tu mentionnes aussi, sauver des coûts au niveau des travailleurs sociaux, au niveau des transports en ambulance et tout ça. C'est important de chiffrer, c'est important de mesurer. Mais quand je vois que les entreprises privées cherchent à faire de plus en plus de capital, faire du 8, du 13 %,
est-ce qu'on peut aller plus loin que ça puis juste proposer un 5 % et investir dans un fonds qui sera davantage axé sur du long terme, sur 20-25 ans pour enrayer d'autres projets aussi. Donc, je pense qu'il y a une collaboration qui doit s'instaurer entre les différents acteurs, entre la société civile et les intervenants, et encore une fois, revoir la prise de position du marché et du gouvernement au travers de tout ça aussi. Donc, c'est un peu des deux, mais je pense que ça fait 10 ans que ça existe, on progresse, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au travers de cet enjeu-là. Pierre du risque. Des éléments qui m'ont beaucoup frappé, c'est un peu c'était nommé autant, je pense, par Julie que dans le documentaire, le glissement des organismes, un peu changer de mission pour aller plus quasiment vers l'indicateur plutôt que l'objectif et même la mission. Et le glissement politique aussi, qui se dédouane un peu de sa responsabilité d'orienter des politiques publiques. On parlait de cohérence, tout ça. Puis c'est du déjà vu au Québec. On a vu le changement des modes de financement des organismes communautaires. On a passé, il y a de moins en moins de financement à la mission. Avoir un programme de soutien aux organismes communautaires, c'est rendu parcours du combattant. C'est tout du financement par projet, donc qui implique une grosse reddition de compte. Moi, je voyais papier dans le documentaire, ça fait peur. Là. Ils doivent avoir une reddition de compte incroyable pour calculer tout ce rendement-là. Puis aussi, le financement des organismes communautaires par le gouvernement, mais aussi l'arrivée de grandes fondations dans le milieu communautaire. On a vu des ratés, je nommerai pas la fondation, mais il y a eu des systèmes parallèles qui s'installaient, que des tables de concertation très à l'affût des besoins locaux, en grande pauvreté, en grande détresse, se retrouvaient assises à la table où il y avait de l'argent. Ça, c'est des choses qui sont corrigées en grande partie, je crois, mais c'est des glissements qu'on a vécu ici, qui seraient exactement la même chose, mais avec une source de financement différente. Puis là, un élément qui m'a frappé, c'est que, pour amener un peu plus au gars du risque et non le gars socialement engagé, c'est que si l'économie sociale voulait ça, ça pourrait être intéressant parce qu'on peut avoir des interventions, on peut dire, plus techniques, donc plus faciles à mesurer. Par exemple, je ne sais pas, les entreprises d'insertion, ils ont tant de pourcents de leurs gens qui sont effectivement en emploi ou retour aux études. Mais en amont de ça, c'est là que le monde veut là je vais être peut-être méchant, se déculpabiliser en investissant des social investment bonds. C'est là que c'est sexy, c'est le petit original, c'est là qu'on va investir. Mais c'est immesurable, c'est multicausal, c'est extrêmement complexe. Fait que je me demande si justement en économie sociale, on aurait quelque intérêt, parce qu'on est souvent en aval des interventions très, très socialement, les grandes détresses sociales, on est en économie sociale, c'est rare qu'on va là, c'est plutôt les organismes communautaires sous-financés qui vont là, qui auraient besoin de ça. Mais au profit de leur mission, peut-être. Au dépend de leur mission. Je pense que Julie avait mentionné un des effets positifs pourrait peut-être... Ah oui, bonjour, moi c'est Marc, je suis à l'Esplanade. C'est de ramener des gens autour de la table qui ne sont pas normalement en train de le faire, incluant le marché des capitaux massifs traditionnels. Mais je me demande, tu sais, il y avait... En tout cas, j'ai entendu critiquer ce système-là parce est-ce qu'on vient ou déresponsabiliser les marchés capitaux traditionnels et peut-être leur incentiviser de continuer à gérer des modèles d'affaires qui vont créer des problèmes sociaux. Si après, on peut aller investir dans des fonds pour adresser ces problèmes-là, avec des fonds pris en charge des fois avec des frais à rabais, avec un intérêt de 8 %. Est-ce qu'on vient vraiment changer le problème de base autour de comment les capitaux vont circuler ou est-ce qu'on offre une autre option d'aller chercher des profits sur les problèmes sociaux créés par le... C'est juste une question que je trouve intéressante. Est-ce qu'on, dans l'innovation, est-ce qu'on vient un peu défaire l'innovation en même temps? Oui. Rebondir sur deux choses. La question du discours, elle me paraît essentielle. Puis l'un des postulats de base derrière les obligations d'impact social, c'est l'idée que la puissance publique n'est pas efficace dans sa gestion des problèmes sociaux.
Et ça, c'est quelque chose on nous rabâche ad nauseam et qui finalement n'a jamais réellement été prouvé. Donc, c'est important de le rappeler. Il y a beaucoup d'autres éléments de discours, en effet, qui sous-tendent les obligations à impact social. La deuxième chose qui me paraît intéressante sur cette question de est-ce que c'est une innovation sociale, positive, négative? Selon moi, c'est vraiment une innovation sociale. C'est ça qui est intéressant parce qu'on est dans une restructuration des rapports entre différents acteurs sociaux, l'acteur public, l'acteur privé, l'acteur plus communautaire, des intermédiaires là-dedans. Et ce que ça amène, c'est une promesse un petit peu d'une plus grande efficacité sur la base de mesures, donc d'impact. Et finalement, ça entraîne une dépolitisation de choses qui devraient être choisies démocratiquement, à savoir comment est-ce qu'on gère nos problèmes d'enfants en situation de pauvreté et de précarité. Ça les sort d'une sphère assez démocratique pour les amener dans un système assez complexe où la manière dont on va traiter ces problèmes est décidée avec des nouveaux rapports de force dans lesquels les citoyens n'ont plus aucune prise et des rapports de force complètement inégaux. Évidemment que les gros fonds d'investissement, quand il s'agit de choisir quel indicateur va décider à quel moment, comme il disait, le rendement est libéré, ou je ne sais plus comment il disait, mais c'était vraiment genre déclenché, boum, vous touchez votre cash. Autour de la table, il y a un rapport de force qui est inégal et forcément, on comprend pourquoi il y a peu de cas où l'obligation échoue et où l'investisseur en est pour sa poche. Oui. Jean-Maxime d'Investissement Québec. Je comprends qu'on dit que le privé est souvent plus efficace que le public, mais dans ce qu'on a vu, dans le fond, on a vu juste des deals financiers. On n'a vu aucun cas où le privé s'est impliqué dans l'organisation du travail, dans la réalisation du projet. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas d'innovation sociale dans le produit, c'est de l'innovation financière. Si une entreprise privée faisait un projet et le réalisait et l'organisait, engageait les gens, créait l'OBNL pour le faire, on pourrait peut-être parler d'innovation sociale dans un autre secteur d'activité où le privé pourrait démontrer qu'il y a une valeur ajoutée, qui peut amener des changements sociaux. Puis par la suite, dans le fond, j'aurais aucun problème à ce qu'on lui paie un rendement de 8-9 % pour par la suite, après cette expérience-là, peut-être nationaliser cette industrie-là. Puis l'État pourrait le faire à partir de là, parce que l'expérience aurait été concluante. Mais tout ce qu'on a vu, dans le fond, c'est des gens qui montent des deals financiers pour financer des transactions à un coût qui est supérieur à celui d'emprunt de l'État. Fait que dans des secteurs d'activité où l'État, où les mesures sociales ont déjà démontré leurs résultats. Donc, il n'y a pas d'innovation sociale dans le sens des projets financiers. Malheureusement, en tout cas, c'est pour ça que je posais la question à Julie, parce qu'il faudrait voir parce que ça peut être un super outil si le privé se met vraiment dedans, puis on attaque vraiment les problèmes actuels de nouvelles manières. Et si on attaque les problèmes actuels de la même manière que le public les attaque déjà, on n'avance pas. Là. Ça devrait financer des nouvelles solutions et non pas des solutions connues aux vieux problèmes. Oui. Une seconde, Milder, je réagis là-dessus. Je pense que c'est intéressant de différencier en fait le mécanisme en tant que tel. Est-ce une innovation sociale? Est-ce qu'elle est progressive ou régressive? Et ce qu'elle permet ensuite en termes d'intervention sur le terrain, est-ce que c'est innovant? Et là, je te rejoins tout à fait. Ça a été bien montré, c'est que généralement, ce n'est pas très innovant ce qui est financé. Milder, on t'écoute? Oui, c'est dans le même esprit. Bon, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette démarche, c'est un ajout au social ou c'est une réduction ou c'est un transfert en termes financiers au niveau du social? Au mieux qu'on peut voir, c'est un transfert. Au mieux. Parce qu'au pire, je peux dire que même c'est une réduction. Ça, c'est une première question, mais je donne la réponse. Deuxième question, est-ce que c'est une aide, c'est les finances qui aident les sociales ou les finances font l'argent avec les sociales? Moi, je suis plus porté dans ce qu'on a vu. Puis j'en ai vu d'autres projets, même en coopération internationale, en Afrique et autres,
désolé, c'est la finance qui fait l'argent avec le social. Donc, tout le côté beau, philanthropique, puis des grands cœurs, désolé, quand j'entends même dans le film des rendements de 17% dans des projets locaux aux États-Unis, je veux bien croire qu'il y a eu du risque là-dessus. Non, désolé, c'est les finances qui sont en train de faire l'argent sur le dos du social, avec des résultats, encore une fois, qui au mieux sont mitigés. Oui, Mildia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, Milder Villegas, je suis le directeur général de Filaction. C'est un fonds de développement qui travaille partout au Québec, finance l'économie sociale, la culture et aussi des PME partout au Québec. On participe beaucoup à l'international, mais c'est dans une perspective d'échange, d'expertise partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Europe et bien sûr ici au Canada. Merci. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Oui. Je me disais, oui, alors Marion, étudiante en gestion, spécialité responsabilité sociale et environnementale. Moi, je me dis que les problèmes qui sont exposés sont des problèmes d'inégalité qui sont liés justement au grand capital et que la solution qu'on apporte, c'est le grand capital. Donc, c'est enfin, voilà. C'est un grand paradoxe, donc je ne vois pas comment on peut trouver une solution dans ça. Et la deuxième chose, est-ce que les services sociaux ils doivent être rentables? C'est une autre question que je me pose. Je me dis que voilà, question rhétorique. Vanessa Sorin, je travaille au TIES beaucoup sur le financement par la communauté, les obligations communautaires, puis ça me chicote toujours que ce soit des obligations à impact social, puis que parfois on confonde les deux. Je me demandais où en était le gouvernement canadien, justement. C'est quoi, où on en est dans leur observation de ça, leur volonté de pousser ça aujourd'hui? Oui, puis on devrait plutôt appeler ça effectivement des contrats, puis obligations communautaires. Pour le coup, on est vraiment clairement sur un outil désintermédié avec une communauté qui soutient clairement un projet très risqué, à des obligations non garanties. Là, clairement, ils prennent le risque de soutenir leur projet, donc ça me paraît plus proche et sans attente de rendement. On est très souvent sur des taux d'intérêt très bas, voire pas de taux d'intérêt, et une acceptation que le capital ne revienne jamais. Donc, avec des coûts pas de coûts d'intermédiation. Enfin, c'est comme on est aux antipodes. Donc, je trouve que le terme n'est pas forcément bien choisi. Peut-être juste pour répondre à ta question, tu avais autre chose? Non. Au Canada, on en compte 4 qui sont en cours. Et à l'international, il y en a 70 qui se développent, en plus des 108 existantes. Malheureusement, je ne peux pas vous dire dans ces 70 combien se développent au Canada, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui sont en cours. Les 2 provinces qui ont été pionnières dans le domaine, c'est Saskatchewan et l'Ontario. Voilà, donc la première, c'était en 2016 sur des problèmes de pression en fait, artérielle et d'attaque cardiaque. Elle a été nommée. Il y a celle qui est amplement documentée de Toronto, documentaire. Et les 2 autres, je ne pourrais pas te les nommer ici, mais voilà. Je ne sais pas, on a quelqu'un ici peut-être qui peut répondre. Non? On dit que ça il y a brique par brique, on va chercher communautaires et qui sont sur les plateformes de transport d'impact. Ouais, puis Marie-Paul. Mais c'est ça, tu sais, il y a brique par brique qui est sur les sites pan-canadiens au niveau de la finance d'impact, mais c'est de l'obligation communautaire. Donc, il y a une certaine confusion qui est initiée aussi par nos organismes. Tiens,
Tu clarifies. On voit dans le film plusieurs personnes qu'on connaît. On voit Nancy Nintam dans le film. On voit des gens de la Van City Credit Union. On voit aussi Stephen Huddard de la Fondation McConnell. Donc, comment se fait-il que tous ces gens-là se retrouvent là? Une partie du tournage a été fait au moment où il y avait ce groupe de co-construction d'une stratégie fédérale en finances sociales et innovation sociale. Et donc, ils ont pu être présents. Ça ne veut pas dire qu'ils souscrivent à ce type de produit-là, mais on sait que dans cette dynamique, cette mosaïque de membres du comité de co-construction de la stratégie fédérale, il y avait des gens qui étaient très en faveur de ce type de produits financiers. Il y avait aussi des gens qui représentaient peut-être la grande finance. On sait qu'au Canada, il y a des institutions financières que ça intéresserait beaucoup, que ça intéresse beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a aucun gouvernement en ce moment qui ne pense pas à ça d'une certaine manière. C'est aussi l'idée qu'on a de diffuser ce documentaire. Il a été présenté sur TV Ontario, il a aussi été présenté à Radio-Canada dans sa version un peu plus courte en français. Mais je crois que l'objectif, c'est de réfléchir, est-ce que vraiment on veut aller là? Et si oui, qu'est-ce que ça peut signifier? Il y a peut-être des fondations aussi qui pensent de travailler en investissement plutôt qu'en don. Est-ce que ça, c'est une manière qu'elles pourraient faire? Parce que le problème, c'est que les investissements, en ce moment, ils ne rapportent rien, les placements ne rapportent rien. Alors, si tu veux que ton capital puisse continuer de se valoriser ou en tout cas ne pas trop perdre de sa valeur, il faut trouver une façon de le faire. Alors, est-ce qu'on transfère le fardeau sur le gouvernement? Je ne sais pas. Mais... Donc, on n'a pas la réponse à la question, mais on se doute bien que ça pourrait survenir. Bonjour, Sylvain, du CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et du TIES aussi. Moi, je m'intéresse au rôle des fondations. Je connais plutôt ce à quoi pensent les fondations. Oui, ça fait partie de leur réflexion pour plusieurs raisons. Et à ce que tu dis, effectivement, il y en a qui réfléchissent à la question en termes de placement, puis de trouver des placements. Bon. Il y en a aussi qui réfléchissent à la question de ce qu'elles font de leur capital et le fait que jusqu'ici, beaucoup réfléchissaient seulement à ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles distribuaient en dons chaque année. Mais la question du placement du capital était, on va dire, dépolitisée au niveau de ses effets. Et de plus en plus, c'est un questionnement qu'ont les fondations, c'est l'effet qu'a le placement de leur capital. Il y a tous les questionnements autour du désinvestissement des énergies fossiles, par exemple. Bon, donc beaucoup de fondations se questionnent sur, mais non pas l'expertise elle-même sur le placement du capital. Donc avoir un tiers, tout à l'heure on parlait du tiers qui propose cette infrastructure de placement, c'est que même dans les fondations, il n'y a pas toujours l'expertise sur la manière de placer. Elles sous-traitent en fait le placement de leur capital à des firmes qui le font de manière très classique. Donc elles ont des fois un intérêt parce que cette infrastructure leur est proposée et que c'est quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas elles-mêmes. Alors, je pense que c'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement, je n'ai pas vu tout le documentaire, mais je vais le regarder. Ce que disait Vanessa, je pense, est important sur le fait qu'il y a une porosité, en même temps une très grande distance avec les obligations communautaires. Moi, quand je vois ça, je me dis aussi que ça incarne beaucoup de problématiques qu'on retrouve dans d'autres, de manière plus diffuse en fait. Par exemple, la question y compris du transfert de la responsabilité, le fait de payer pour des résultats. Enfin, en gros, il y a beaucoup de caractéristiques des obligations à impact social qu'on retrouve en dehors des obligations à impact social. C'est ça que je veux dire. Dans le fonctionnement même du financement du monde communautaire, on disait le passage par exemple au financement par projet, mais même les subventions aujourd'hui, le fait que pour avoir accès à beaucoup de subventions publiques, il faut auparavant être allé chercher du financement privé. C'est la conditionnalité du financement public au fait d'être allé chercher du financement privé et une manière aussi de dire on a besoin que le secteur privé prenne une part du risque. Bref, il y a un mode de pensée dans les obligations à impact social qui est beaucoup plus vaste que l'espace des obligations à impact social. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de saisir beaucoup de ces mécanismes-là
jusqu'à la caricature, en fait, dans son incarnation dans les obligations d'impact social. Mais je pense que le problème est plus important. En fait, ce que j'allais dire est pire que ce que vous imaginez. Mais c'est que... voilà, quand je regarde ça, je trouve que c'est presque une incarnation caricaturale de tendances beaucoup plus vastes qu'on a aujourd'hui dans les transformations de l'action publique, dans la captation parfois aussi d'argent public par un secteur financier sous couvert d'aider. Quand on disait est-ce que le social, dans les projets internationaux par exemple, je m'arrête là. Mais quand on disait, moi ça m'intéresse beaucoup de lire votre article sur ce que disait Julie, elle parlait des conséquences aussi pour les organismes communautaires, mais je pense qu'il faut aussi voir ce que ça transforme dans le fonctionnement de l'action publique, éventuellement ce que ça transforme dans les milieux financiers. Je pense que ces impacts un petit peu dans ces différentes sphères, il est à voir dans la pluralité en gros des parties prenantes de ces contrats-là. Ça va être intéressant à suivre aussi. Je relance. Dans le film, on voit à un moment donné dans le Social Impact Bond pour la réduction de l'incidence de maladies cardiovasculaires. L'indicateur devait être la réduction de la pression artérielle chez les candidats et un indicateur a été rajouté, c'est le nombre de sujets qui participaient au programme. Et Sir Ronald Cohen a dit « Ah, c'est intéressant, comment en êtes-vous arrivé à ce choix? » Alors, le gars qui est le médecin, il dit « Moi, j'ai toujours pensé que c'était le résultat final qu'on devait avoir comme indicateur. Et c'est le financier qui m'a suggéré un autre indicateur que finalement, il a réussi à me convaincre que c'était intéressant de juste compter le nombre de personnes qui passaient à travers le dispositif En fait, le dispositif, c'est d'aller prendre sa pression. On sait que c'est une maladie qui est sans symptômes, donc il faut faire des mesures de pression artérielle pour savoir si on fait de la pression artérielle. Et donc, il y a une réduction de la cible pour pouvoir, le trigger, c'est le déclencheur du paiement. Donc, dans ce sens-là, on a là un exemple de modification de comment l'action publique fonctionnerait. L'action publique voudrait savoir est-ce que ça a un effet au final sur les incidences de maladies associées à la pression artérielle ou pas. Alors, je pense que ça en est un qui est assez éloquent. D'autres commentaires? On se rapproche de la fin de notre session. On a encore un peu de temps. On y va ou on y va pas? Il faut lire un peu le commentaire que tu avais fait avant, Émilien, sur l'idée qu'il y a une notion qui se propage dans cette nouvelle façon de faire, dans cette innovation, que le public ou l'État est inefficace dans l'évaluation de ces programmes. Et je pense que est-ce que c'est une mythe qu'on veut propager? Comme exemple, ma femme, elle travaille dans le système de la santé. Ils ont même des stats pour le temps que ça prend pour faire ces stats. Donc, ils sont très efficaces à évaluer. Donc, c'est comment on utilise ces données-là ou où on choisit d'investir ces évaluations-là, c'est une question, mais l'idée que la solution viendra d'ailleurs, je pense qu'on ne peut-être pas donner tout ce pouvoir-là avant. C'est intéressant. Il nous reste 10 minutes, alors je vais me permettre de relancer un tout petit peu le débat parce que ça nous aurait pris un fervent défenseur quand même dans la salle des obligations à impact social. Et donc, je vais essayer de me faire l'avocat du diable. C'est certain, on se souvenait de l'héritier Hyatt là, qui, au début du documentaire, nous dit il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas eu ce programme d'obligation à impact social, les enfants qui ont été servis ici par cette assistance préscolaire, ils seraient dans la rue. Donc, et c'est souvent l'argument qui est amené, c'est-à-dire sans ça, rien ne se ferait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Est-ce qu'il y a en effet là un moyen d'interpeller la puissance publique, de faire bouger les choses, ou est-ce qu'il faut simplement dire non? C'est pas comme ça que ça doit se faire. À un moment donné, l'État doit mettre ses bretelles et
servir ces populations en précarité. J'aurais essayé. Je pense que ça nous ramène à une problématique, un enjeu. S'il y a ces obligations à impact social-là, s'il y a toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place, c'est d'abord et avant tout parce que la personne qui veut aider sur le terrain, elle manque de moyens pour aider sur le terrain. Fait que je pense qu'au-delà de savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, comment on peut amener collectivement, de par les réseaux, de par un peu tout, quelles actions on peut mettre en place, quelles actions on peut imaginer. Il y a des super belles innovations qui semblent arriver sur le terrain, mais je pense qu'il faut revenir aussi à cette base-là il y a un problème de sous-financement de toutes ces initiatives-là. Il y a un problème de précarisation assez générale au niveau de la société sur les enjeux sociaux, environnementaux et compagnie commencent, ça fait longtemps qu'ils sont là. On a l'impression que ça va s'amplifiant, mais comment on peut ramener ces fonds-là, ces moyens-là, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher dans le passé, vers où on peut mettre notre énergie. Parce que s'il y a des gens capitalistes qui voient une opportunité d'affaires, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils voient qu'il y a un manque à quelque part et qui ont vu cette opportunité-là, mais comment on peut venir boucher ces trous-là de manque d'argent? Cela dit, j'ai aucune réponse à ça. Bonjour. Oui, ma réponse, bon, à la limite, dans un élan de positivisme, je dirais oui, regardons qu'est-ce que disent les données. De prime abord, oui, on pourrait dire oui, on pourrait dire non. Mais tant aussi longtemps qu'on n'en a pas, puis en fait, c'est ça le message de Julie, on n'en a pas des éléments prouvants qui nous demandent ça, on ne peut pas affirmer que oui, c'est bon. Peut-être oui, peut-être pas, mais on n'en a pas de données. Ça, c'est d'une part. Mais d'une autre part, aussi, il faut savoir avec quoi est-ce qu'on compare. Une initiative qui a tous les moyens versus une autre initiative qui n'a pas de moyens, puis tous les deux on les met sur le même niveau, et ça ne marche pas. Alors donc, je pourrais faire un parallèle boiteux à la limite, toute la discussion par rapport aux écoles publiques puis écoles privées. À qui on choisit, comment est-ce qu'on choisit, puis sur quelle base, quels sont les moyens qu'on utilise pour amener à terme ou amener certaines personnes dans un cheminement quelconque. Donc, à ton point, peut-être oui, peut-être pas, mais à ce jour, je n'ai rien vu qui puisse me dire oui, que c'est vrai, puis deux, ben, avec quoi est-ce qu'on compare? Je voulais juste rajouter, Milder, sur la question on n'a pas de preuves. Quand on regarde la littérature sur les pay for performance, donc les types de subventions qui sont versées qui donnent des primes à la performance, non seulement dans la littérature, on voit qu'ils n'ont pas d'effet positif à long terme sur les secteurs dans lesquels ils sont censés en avoir, mais ils peuvent aussi avoir des effets pervers. Et même de réduction de qualité ou réduction même de performance pour des raisons évoquées par Mylène tout à l'heure concernant les ressources humaines, la démobilisation, leur refocalisation de travail sur de la mesure plutôt que sur la prestation de services, une absence une perte d'une vue globale sur la problématique et de travailler seulement sur certains segments. Donc, par exemple, en éducation, ça a montré que des écoles étaient moins performantes après avoir été rémunérées à la performance. Donc, les pay for performance existent depuis très longtemps aux États-Unis. Et donc, là-dessus, on a quand même on a un peu plus de méta-analyse qui est possible. Et on sait que dans certains secteurs d'activité, ça peut avoir des effets plutôt même négatifs. Donc, en fait, ça présume toujours qu'au départ, hein, si tu mets une carotte devant l'âne, il va aller plus vite. Et c'est pour ça, je pense qu'on nous présente la personne qui prend sa retraite à la fin dans le film. On ne peut pas imaginer qu'une carotte l'aurait fait avancer mieux et plus dans ce qu'elle voulait faire dans la vie. Donc, ce que ça amène, c'est principalement un système de mesure.
les systèmes de mesure ont des effets pervers potentiellement. Alors, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des études qui montrent quand même qu'il peut y avoir des effets carrément négatifs. Mot de la fin, ben, sur ce que… Bon, on s'approche de la fin, oui. Sur ce que tu viens de dire, je vous inviterai, si les effets pervers de l'évaluation et de la mesure d'impact vous intéressent, à vous rendre sur l'espace web du TIES, qui a amplement documenté les questions. Il y a même une vidéo de Marie qui traite ces questions en partie. Puis, pour clore cette petite session, merci à tous d'abord de vous être déplacés. Merci à ceux à distance d'avoir pu suivre. On a fait des grands progrès au TIES depuis qu'on a cette petite boîte. Donc, j'espère que c'était agréable de votre côté. On va vous envoyer un sondage d'évaluation qui est en partie tiré du sondage qui a été remis à chaque fois dans les sessions de projection à travers le Canada. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à le remplir. Il a déjà été envoyé. Regardez oui, ça. je l'ai déjà reçu, oui. Ah, on a une équipe qui est sur la coche. Et je vais vous faire suivre une série de documentation si vous voulez creuser un peu plus les questions. Et évidemment, quand l'article de Julie sera terminé, je vous l'enverrai également. Alors, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.